Bonjour tout le monde. Donc, on va attendre quelques secondes que les gens commencent à rentrer. Je vais apprendre que tu admets les gens une fois qu'ils arrivent, donc c'est parfait. Parfait. Alors, on va commencer. Merci à tout le monde d'être ici en ce moment. Donc, très contente d'être avec vous en direct de Belém. Donc, en général, on fait une reconnaissance territoriale plus de Jojagri, Montréal, mais comme tous nos débriefeurs et débriefeuses en ce moment se trouvent à ce qu'on connaît sous le nom de Belém en portugais, juste faire tu sais, une reconnaissance en fait du peuple Tupinambas et de Maïri, donc l'endroit où est-ce qu'on se trouve en ce moment. En plus, on sait que les peuples autochtones, c'est vraiment tu sais, les défenseurs de l'Amazonie où est-ce qu'on se trouve en ce moment, et qui sont généralement pas assez admis dans les espaces de négociation climatique. Donc, je suis vraiment contente de faire un débriefage en ce moment. Je vais simplement présenter un petit peu les dialogues pour le climat. Dans le fond, les dialogues pour le climat, c'est une initiative intersectorielle. Donc, on est 10 organisations de la société civile du Québec. Et le but, c'est vraiment de relier les négociations climatiques internationales aux réalités locales et un peu de mobiliser les gens autour de celles-ci. Il nous reste quelques activités. Là. Vous pouvez le savoir que la COP un peu tire à sa fin. Il nous reste quelques activités pendant la COP. Donc, on a un super beau panel sur l'agriculture et le genre demain midi, heure de Montréal. Également, un panel sur les contributions déterminées au niveau national 3.0 du Climatoscope vendredi matin et un dernier débriefage vendredi midi. Donc, vous pouvez aller voir dans le chat pour voir un lien vers les prochains événements qui vous intéressent. On va aussi avoir un événement post-COP, donc pour faire un peu le bilan de la COP 30, ça sera à la Maison du développement durable. Donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de faire un débriefage. Donc, on a une belle brochette de débriefeurs et débriefeuses qui sont en direct de la COP 30 et qui peuvent répondre à vos questions. Donc, le but, c'est vraiment de rendre ça assez convivial. Donc, vous pouvez simplement vous poser des questions. N'hésitez pas. Ils et elles sont là pour y répondre. Sans plus attendre, on va commencer par faire un petit tour de table. Donc, en fait, je demanderai à chacun de nos débriefeurs et débriefeuses de simplement dire ce qu'est votre rôle principal à la COP 30, ainsi que les principaux canaux, les agendas de négociation que vous suivez ou les enjeux principaux qui vous intéressent, ainsi que votre impression actuelle de comment est-ce que ça se passe pour les négociations et en général pour la COP. Donc, en quelques mots. On va commencer par Emmanuel Leclerc. Emmanuel, tu es membre de l'exécutif du syndicat des professionnels de la STM et coordinatrice de projet et architecte à la STM. Donc, si tu veux un peu nous expliquer ce que tu suivais à la COP 30. Oui, ben bonjour tout le monde. En fait, pour moi, c'est la première fois que je suis à la COP. Je suis ici pour représenter, oui, les employés de la professionnels de la STM, mais aussi dans la délégation de la FTQ, la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec, qui est une délégation qui suit les COP depuis déjà l'accord de Paris, là. Donc, ça fait quand même longtemps qu'il y a des participants qui suivent les accords depuis l'accord de Paris, là, toutes les COP. Moi, principalement, ce que je suis comme agenda de négociation, c'est la transition juste, qui est un dossier fort pour les syndiqués et pour les travailleuses, travailleurs. Là, c'est un dossier que la FTQ tient et chapeaute depuis très longtemps. Et je suis aussi le programme Women and Gender Action Plan, qui est tout le dossier de femmes et de genre qui est sujet là, dans les négociations de la COP. Puis, mais Super, transport et société civile, là, rencontres, réseautage, et ainsi de suite. super. Merci beaucoup pour ça. Je vais avoir très, très hâte de t'entendre. Maintenant, je vais passer la parole plus à Enéas Xavier, donc doctorant en droit de l'environnement à l'Université de Montréal. Ça fait nous dire en quelques mots ce que tu fais à la COP et tes impressions pour l'instant. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer ici. Je suis avocat brésilien, mais je suis basé à Montréal. Je suis chercheur à l'Université de Montréal. Alors, ici à la CAF, je travaille pour des ONG brésiliennes. Je fais le suivi des négociations sur le financement climatique, notamment les NCKG et d'autres points de l'agenda sur le financement climatique de l'ordre du jour. C'est un projet vraiment controversé et nous allons en parler bientôt. C'est ça. Ma impression, c'est une COP vraiment inclusive, je pense, parce que c'est pas vite.
tous les couloirs sont vraiment, il y a beaucoup de gens ici, des représentants de la société civile et toutes les délégations sont encore ici. J'espère qu'il sera possible d'arriver à des résultats vraiment concrets à ce moment à la COP. Parfait, ben merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à Philippe Simard, donc conseiller chez Copticom, stratégie relations publiques, également chargé de cours à l'école de politique appliquée à l'Université Sherbrooke. Donc, en général, qu'est-ce que tu fais à la COP et tes premières impressions? Ben, pas première, parce qu'on est quand même bien au fil de la deuxième, mais Oui, merci Elisabeth. Ben, puis merci pour l'invitation. Les initiatives là, des débriefages du dialogue pour le climat, c'est vraiment fondamental pour assurer le lien avec le Québec. Donc, merci d'organiser ça. Je dirais, oui, ben, mon rôle, ben, deux chapeaux. Premier chapeau avec l'Université de Sherbrooke qui consiste à assurer le lien, l'antenne avec nos étudiants, nos étudiantes qui suivent la COP à distance dans le cadre du micro-programme de deuxième cycle, une politique et négociation climatique internationale, qui est un micro-programme qui est vraiment super riche et super formateur pour n'importe qui souhaite devenir analyste dans ce milieu-là. Donc, là, ce premier chapeau-là. Deuxième chapeau avec Copticom, qui est celui d'offrir un appui aux organisations de la société civile et également aux entreprises privées pour être en mesure de faire des gains sur le climat auprès des gouvernements qui soient provinciaux et fédéraux. Grosso modo, ça ressemble à ça. Euh, Ma lecture, en fait, moi, c'est ma cinquième COP, puis c'est la quatrième COP en personne. Je dirais que je suis plutôt réjoui par rapport à la vibe sur place, dans la mesure où habituellement, à ce temps-ci de la COP, là, lorsqu'on a une COP qui est lente, qui est décevante, il y a vraiment il y a vraiment un esprit de downer. Tu le vois dans le visage des gens, tu le vois dans les discussions que tu as avec eux. Il y a comme un cynisme ambiant. Là, en ce moment, c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'il y a comme un certain espoir qui découle notamment de la présidence assez efficace du Brésil. Donc, j'ai l'impression que contrairement à la COP l'année dernière, là, je veux dire, c'est vraiment deux mondes en termes de vibe sur place. Puis dans les médias aussi, là, tu sais, probablement que vous l'aurez remarqué. Donc, ça, je trouve ça assez encourageant. Puis c'est peut-être la démonstration de momentum pour faire un clin d'œil à Enéas que, ben oui, il y a quelque chose qui va en découler. Tu sais. Donc voilà la première analyse que j'ai faite. parfait, ben merci beaucoup, Philippe. Puis avant de passer à la première question, je pense qu'Emmanuel, tu n'avais peut-être pas dit c'était quoi tes premières, en fait, tes impressions en cette deuxième semaine de COP. Donc, si tu veux commencer par ça avant que je te pose justement une question un peu plus centrée sur les négos. Oui, ben, je pense que je vais aller dans le lien de Philippe puis Enéas. C'est vraiment, je pense, une belle COP. Les gens sont enthousiastes, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de discussions. Les agendas de négociation ont été ouverts quand même jusqu'à très tard. Des fois, ce que j'entends de mes collègues qui en ont fait plusieurs, c'est que souvent, ça finit par se faire plus derrière des portes closes, mais il y a eu une volonté, je pense, de la présidence d'ouvrir vraiment les discussions puis de permettre aux gens d'assister et de participer activement. Et ça va, je pense, paraître dans les résultats à la fin, là. Donc, oui, c'est quand même assez. Je suis contente d'avoir commencé par cette COP qui me semble plus positive que effectivement celle-là de Bakou qui a fini un petit peu de façon négative et en queue de poisson. Oui, parfait. Puis merci. Puis justement, un peu plus pour renchérir sur les agendas que tu suis qui sont la transition juste et un peu plus tout ce qui est Women and Gender, donc le genre. Donc, la transition juste, justement, tu sais, elle est sur toutes les lèvres, puis c'est vraiment un des canaux, disons, les principaux de cette COP et une des priorités, en fait, que la présidence avait même annoncé en amont de la COP 30. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer en quelques mots ou comme un peu plus pourquoi est-ce que c'est un agenda qui est important? Pardon, il y a comme du tonnerre qui vient de tomber là à Belém. Des fois, il y a des orages qui tombent comme ça, puis ça dure comme des fois 30 minutes, mais bon. On, on Écoute, devrait s'en sortir. on devrait s'en sortir, on devrait s'en sortir. Donc, est-ce que tu peux juste t'expliquer un peu plus c'est quoi exactement la transition juste, puis son rôle dans les négociations climatiques internationales, puis aussi comme ouais, les principales avancées qu'on peut voir en ce moment.
Oui, ben en fait, la transition juste, comme je disais, c'est un concept qui a été mis de l'avant beaucoup par les associations syndicales, les travailleurs, travailleuses, dans le sens que c'est une volonté que les travailleurs et travailleuses qui travaillent dans des endroits où ce que on voudrait tendre à délaisser les milieux de travail, comme par exemple les énergies fossiles et tout, de pas les laisser en arrière, de pas les laisser tomber dû à un changement technologique ou un changement d'approche pour sauver le climat. Donc, les syndicats le portent depuis longtemps, mais ce qui est merveilleux cette année, c'est que là, c'est pas juste les syndicats, c'est toute la société civile, les groupes environnementaux, le groupe de Women and Gender, les jeunes, les peuples autochtones ont tous décidé de prendre le ballon et de l'apporter plus loin. Et ils se sont mobilisés, ça fait déjà plusieurs mois, pour présenter un projet à la présidence qui s'appelle le BAM, le Belém Action Mechanism. Ils ont voulu rendre ça glamour. C'est une façon, en fait, c'est un mécanisme pour que la transition juste puisse ne pas être que des mots, des belles paroles, mais qu'ils se mettent en place. Et la COP veut mettre en place des mécanismes pour permettre une vraie transition juste. Donc, c'est vraiment de créer une entité permanente au sein de l'ONU pour échanger sur les meilleures pratiques pour la transition juste, pour trouver du financement incluant la finance privée. Puis, c'est essayer aussi de coordonner avec les NDC, là, les plans climat des pays, donc tous les engagements que les pays mettent en place pour que cette transition-là soit vraiment appliquée puis partie intégrante euh, de l'action pour l'action climatique. C'est une façon de laisser personne derrière, dans le fond, autant les travailleurs, les droits de travailleurs, mais tous les entités qui peuvent être affectées par les changements climatiques. Ça, c'est vraiment un projet qui a été porté par la société civile, qui a été amené très tôt et qui a été accepté et appuyé dès le départ de la négociation sur le Just Transition Working Plan. Il y avait beaucoup d'inquiétudes lors des dernières COP sur ce calendrier de négociation-là. Ça avançait pas très bien. Puis là, on a senti dès la première ouverture de la négociation que le BAM faisait vraiment BAM. Tu sais, ça fonctionnait. Le G77, qui est une association de plein de pays, plus la Chine, sont arrivés, première journée, ont déposé euh, des textes qui incluaient ces mécanismes-là pour l'implantation de la transition juste dans le calendrier de négociation. Donc, il y a certains pays qui sont un peu plus réfractaires, mais quand même, c'était très encourageant de voir que ça s'intégrait assez bien dans le discours collectif et que même les pays le prenaient en charge. Donc, c'est ça. Donc, pour la transition juste puis le BAM, c'est ça. Après, bon, pour mon autre dossier qui est le GAP qu'on appelle, c'est le Gender Action Plan, ça va un petit peu moins bien. C'est peut-être ma grande déception là, au niveau des discussions. Ça fait longtemps, je pense qu'on veut que la représentativité des femmes et des diversités de genre soient intégrées dans les discussions. On sait que d'emblée, il y a une disproportionnalité de traitement entre pour pour ce qui est des impacts sur le climat envers ces personnes-là, et puis les Autochtones aussi, mais dans le Gender Action Plan, ça fonctionne pas. Il y a beaucoup de pays qui sont réfractaires à intégrer des notions de genre. Puis, on est rendu avec un texte qui, malheureusement, ne semble pas vouloir s'enligner vers un consensus, mais plutôt aller vers une disparité, là. Il y a plein de pays qui veulent intégrer des notes de bas de page, là, qui ferait en sorte qu'il y aurait plusieurs définitions de genre pour chaque pays aurait son exception, ce qui ne fait pas de sens dans un concept de convention cadre où est-ce qu'on veut fonctionner par consensus. Donc, cette notion-là vient aussi teinter tous les autres agendas de négociation, étant donné que la notion de genre et de femme est intégrée partout. Ça s'applique partout dans tous les dossiers et les notes de bas de page commencent à s'additionner un petit peu partout aussi. Donc ça, c'est une peut-être des inquiétudes qui va faire en sorte que ce dossier-là particulièrement peut-être ne sera pas conclu comme il faut à cette COP-ci. Mais merci beaucoup pour vraiment comme ton très bon résumé des deux principaux canaux que tu suis. Puis effectivement, pour le BAM puis la transition juste, comme tu sais, on voit vraiment plusieurs actions qui ont été faites de la part de la société civile pour faire justement un BAM. Puis en fait, tu sais, je me demandais si tu pouvais comme aussi peut-être rebondir un petit peu là-dessus avant qu'on passe au prochain. Mais est-ce que tu vois peut-être dans les salles de négociation si justement ces actions-là de la société civile ont peut-être ont peut-être un effet justement sur les négociations
actions? Est-ce qu'on voit un peu l'influence des actions de la société civile sur place pour le BAM et sur la transition juste? Mais, tu sais, la COP, c'est oui, des grandes plénières, des grandes salles de rencontres où est-ce qu'on parle des textes dans les virgules et les mots, mais c'est aussi un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de gens et beaucoup de mobilisation. Et oui, c'est vocable, on a il y a beaucoup de manifestations dans les corridors qui parlent de ça, puis on le sent qu'il y a un engouement envers ce projet-là, parce que ça semble être un mécanisme qui pourrait à la limite régler plein d'autres dossiers qui sont pas attachés. Donc, la finance pourrait peut-être, puis là, c'est Enas qui va pouvoir confirmer tout ça, mais la finance intégrée dans un mécanisme qui réglerait peut-être la façon qu'on va l'adresser autant pour le sud que pour le nord, euh, semble être une solution qui est dans l'action plutôt que dans les paroles. Et donc, oui, c'est emballant, puis ça s'entend et ça se voit un peu partout, je pense. Super, ben, un grand merci. Puis je pense que je vais quand même un peu continuer sur justement comme le rôle un peu de la société civile parce qu'elle est quand même très active à la COP 30, alors que dans les dernières COP, elle était un peu moins vu les pays dans lesquels les COP avaient été tenues. Donc, je pense, est-ce que Philippe, est-ce que tu pourrais peut-être un peu rebondir sur, tu sais, depuis le début de la COP, qu'est-ce qu'on voit, tu sais, au niveau de ou Enéas également, là, tu sais, qu'est-ce qu'on voit au niveau des actions, comme des grandes actions de la société civile? Il y avait la grande marche, justement, samedi qui s'est déroulée, dans laquelle j'ai pu aller marcher aussi. Enéas, tu étais présent également. Donc, si vous voulez peut-être rebondir encore sur vraiment comme la société civile, puis à quel point est-ce qu'elle est mobilisée à cette COP-ci. Tu peux y aller, Néas, je pourrais me greffer après. Bon, s'il vous plaît, c'est à vous la parole. Ben, en fait, je dirais, ben, la première chose que tu l'as mentionné, Elisabeth, c'est que c'est la première fois c'est une fois en 4 COP qu'on réussit à avoir une grande marche de la société civile. Puis je veux dire ça en soi, je pense que c'est révélateur du climat politique et de l'ouverture politique à l'égard de la société civile. Donc, le simple fait d'avoir réussi à mettre ça en place, je pense que ça en dit long. Pour avoir parlé avec plusieurs personnes qui ont participé à la marche, moi, j'ai beaucoup entendu, genre, ça nous a donné de l'énergie, ça a fait du bien, on a réussi à porter nos voix, on était tous unis, on était ensemble. Puis, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'une telle collégialité, d'une telle fraternité dans l'espace de la COP. Je pense que ça permet de tisser des liens, ça crée un esprit de corps, puis je pense que ça donne justement à la société civile, mais pas seulement, une impression qu'on marche ensemble vers l'avant. Fait que ça, je pense que ça fait une grosse différence. Euh, Après, je rebondirais sur ce qu'Emmanuel a dit, c'est-à-dire que la société civile, oui, elle fait des marches, oui, elle fait des stunts, mais elle travaille aussi main dans la main avec des gouvernements, avec des blocs, avec la présidence pour soumettre des textes, soumettre des propositions, donner leur avis. Et ça, j'aurais tendance à dire que cette année, précisément, il y a probablement une plus grande ouverture de la part de la présidence d'aller accueillir ces inputs-là de société civile. Et donc, en soi, ben, ça nous permet d'avoir des clauses, d'avoir des projets de décision qui sont ancrés davantage sur le terrain plutôt que d'être ancrés seulement sur l'intérêt des blocs, l'intérêt des pays. Donc, on réussit à avoir une courroie de transmission peut-être plus fidèle avec le terrain, avec une mobilisation et une écoute aussi importante de la part de la société civile. Je me répète. Super, merci, Enéas. Bien sûr, je pense que Philippe a bien souligné la participation de la société civile, mais je voudrais ajouter une pièce d'information. Par exemple, nous savons que la participation de la société civile reste toujours un défi, mais samedi, nous avons vu des milliers de personnes dans les rues et même des groupes qui ont tenté d'entrer dans la zone bleue et ils ont été empêchés. Mais nous pouvons constater certains résultats, surtout en dehors des salles de négociation. Le Brésil vient d'ailleurs de créer 10 nouveaux territoires indigènes pour le peuple autochtone, parce que ce sont des peuples vulnérables qui paient les prix du changement climatique
et leurs voix ne sont pas toujours entendues dans les couloirs des salles de négociation. Donc, c'est un résultat concret dehors de la COP. Et je doute qu'on pourrait avoir ce résultat-là si la COP n'aurait lieu ici au Brésil et si nous n'avons pas, par exemple, une société civile vibrante, vibrante comme celle du Brésil. Oui, c'est un très bon point. Puis justement, c'est une thématique qui vous intéresse. En fait, on a eu un débriefage vraiment porté sur les peuples autochtones et leur présence à la COP30 lundi dernier. Il va être prochainement disponible sur YouTube. Donc, simplement, si ça vous intéresse, ça va être là. En fait, je continuerai avec toi, Enias, qui suit un peu plus, justement, puis on en parlait également quand Emmanuel parlait un peu de la transition juste. Donc, peut-être venir sur parler du financement climatique. Donc, c'est un sujet qui est très controversé, mais très, très central depuis plusieurs années pour les COP. Donc, si tu veux peut-être nous dire pourquoi est-ce que justement, est-ce que c'est un sujet qui est comme autant controversé, mais également peut-être revenir sur, tu sais, l'année dernière, en fait, la COP29, c'était son sujet central avec le NCQG, qui était le nouvel objectif collectif quantifié, où tous les partis, les pays devaient s'entendre sur un nouvel objectif de financement climatique. Donc, ça, c'était l'année dernière. Résultat qui a été jugé assez décevant. Et donc, tu sais, à quel point est-ce que c'est un enjeu qui revient dans les différentes salles de négociation sur vraiment différents enjeux. En quoi, en gros, est-ce que c'est présent à la COP30 également, cet enjeu-là? Et Enéas, je vais étant donné que c'est quand même ton sujet d'expertise, te laisser répondre à cette question. Merci de la question. J'espère d'avoir pris note de tout. Alors, le financement climatique est sans doute l'un des sujets le plus sensible dans le régime climatique international. Il constitue en soi-même un sujet de débat avec ses propres points à l'ordre du jour, comme l'NCTG, la sigle pour le nouvel objectif chiffré collectif pour le financement de l'action climatique. Ouais, c'est lourd. Mais il s'agit aussi également d'un sujet transversal parce que lorsqu'on parle, par exemple, de l'atténuation, l'adaptation, le perdommage, on parle nécessairement des flux financiers indispensables à la mise en œuvre des engagements climatiques. Et je peux ajouter, je pense que le financement climatique se situe à l'intersection de certaines dimensions très sensibles. Par exemple, les responsabilités historiques, parce que le vrai financement climatique repose sur le déboursement du pays développé envers les pays en développement, en raison de la responsabilité historique. Alors, on parle également de la justice climatique. Alors, la COP30 s'ouvre après une année particulièrement difficile pour l'agenda financier. La décision faible, si on peut dire comme ça, de la NCTG, adoptée à Bakou, a laissé un vide profond dans le régime. Oui, c'était une décision historique, c'était une décision vraiment attendue, mais il faut reconnaître que l'NCTG manque des éléments quantitatifs et qualitatifs pour faire face aux enjeux de changement climatique. Alors, il faut donc faire le débat sur certains éléments, comme par exemple l'obligation de provision. C'est ça les mots clés. Provision prévue à l'article 9.1 de l'accord de Paris, qui établit l'obligation juridique pour les pays développés de fournir des financements publics. Il s'agit du pilier central de l'architecture financière de l'accord de Paris. Et ici à Belém, il y a une division nette et apparue parce que les pays en développement réclament un processus clair, un suivi permanent et une prévisibilité renforcée de déboursement des flux financiers, tandis que plusieurs pays développés refusent tout mandat supplémentaire. Ils affirment à tort
oui, attends, que l'article 9.1 sera déjà couvert par le NCKG. Alors, il serait drôle s'il n'était pas chaotique parce que pendant 3 ans de travaux acharnés dans le cadre du programme de travail de l'NCKG, tous les pays développés disaient, par exemple, que l'article 9.1, c'est-à-dire l'obligation de mobilisation des ressources financières, n'était pas compris dans l'insécurité. Mais maintenant, c'est au contraire. Donc, on ne sait pas exactement ce qui arrivera, mais on attend vraiment la décision finale parce que la présidence brésilienne a su repérer ces points sensibles comme l'article 9 et avec beaucoup d'habileté a réussi à coordonner les travaux afin de permettre l'adoption de l'ordre du jour et le déroulement immédiat des négociations, notamment sur l'article 9. Alors, pour finaliser, on espère que à la fin de la COP, les pays on va adopter une décision qui comprend un cadre de travail sur l'article 9. Parfait, ben, un grand merci pour ça. Puis justement, parlant de la présidence brésilienne, puis là, j'irais plus amener ma question avec Philippe. Tu sais, là, on sait, on est en plein dans la deuxième semaine où c'est en plus la semaine politique qui suit la semaine un peu plus technique. Et en fait, la présidence est en train de travailler sur un cover decision qu'ils appellent justement le Global Muterao. Est-ce que tu pourrais en fait nous expliquer en nous expliquer c'est quoi un cover decision, c'est quoi son importance? Mais également, c'est quoi les grandes lignes de ce qui est en train de se dessiner avec le Global Muterao? Qu'est-ce que la présidence essaye de faire avec ça? Oui, en fait, un cover decision, là, c'est comme euh, une vision qui est proposée par la présidence. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de la COP, il y a des dizaines et des dizaines de textes qui sont négociés, qui sont adoptés. Hein. Puis quelqu'un qui les prend là, pièce par pièce, il n'y a pas nécessairement une vision qui ressort de ça. Donc, l'idée d'un cover decision, c'est avoir une vision qui est portée par la présidence qui nous amène à avoir une lecture plus approfondie, plus stratégique des textes qui vont être, qui vont être adoptés. Et puis, je dirais que la capacité de produire un cover decision à la base et la capacité de produire un cover decision qui est potable en dit long sur la capacité de leadership de la présidence. OK? Par exemple, l'année dernière, en Azerbaïdjan, on n'a pas réussi à faire sortir un cover decision. C'était tellement éparpillé, il y avait tellement de problèmes de leadership, on n'était pas en mesure d'en faire émerger une vision globale, une vision commune. Donc là, la présidence brésilienne, ce qu'on en comprend, c'est que ça fait déjà ben oui, plusieurs jours, mais très fort probablement plusieurs semaines qu'on pense à la manière de formuler un cover decision qui va être capable d'offrir une vision à toutes les parties sur des enjeux très, très précis. Des enjeux on sait qu'on ont des points de tension, mais qui nous permettent vraiment d'avancer. Et dans ces enjeux-là, il y a comme quatre grands éléments qui ont été mis de l'avant. Le premier, c'est le ambition gap. OK? Donc, l'écart d'ambition. On sait en réponse à l'article 4 de l'accord de Paris, à sa clause cliquet, cette année, les pays avaient l'obligation d'arriver à la table des négociations avec une CDN, donc une cible climatique, un package climatique plus ambitieux. OK? Euh, je pense quelques jours avant la COP, on avait à peine le tiers des gouvernements qui avaient déposé leur nouvelle CDN. OK? Ce qui était assez critiquable. Là, maintenant, je pense qu'on approche les deux tiers à peu près. Il y a des pays de jour en jour qui déposent leur CDN.
ce qui arrive, c'est que même avec cette action renforcée-là de la part des pays dans leur nouvelle CDN, le CDN 3.0, on se retrouve quand même à avoir un écart d'ambition entre ce qui est proposé et le 1,5 degré Celsius, qui est dans le fond le seuil le plus ambitieux de l'accord de Paris. Et donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de tracer une vision, je ne dirais pas une feuille de route là, parce que c'est un terme consacré, mais une vision sur comment être capable de réduire cet écart-là, bridging the gap. Fait que ça c'est un élément. Un deuxième élément, je ne m'attardais pas trop parce qu'Enéas vient d'en parler, c'est sur l'article 9.1, sur le financement, le financement climatique, qui on le rappelle, est un pacte hein, qui a été signé entre les pays en développement et les pays développés lorsqu'on a adopté l'accord de Paris. On s'est entendu sur le fait que l'accord de Paris allait inclure tout le monde, que tout le monde allait avoir l'obligation d'agir, mais que pour amener les pays en développement, les pays émergents, on devait avoir du financement de la part des pays développés, ok, pour une question de responsabilité historique, oui, pour une question de capacité d'action aussi, mais aussi et énormément pour une question de justice climatique aussi. Or là, ce qu'on voit, c'est que certains pays développés qui tentent de réduire le niveau de contrainte et de réduire l'ampleur du financement alloué aux pays en développement. Ça, c'est quelque chose qui est grandement décrié. Troisième point, c'est par rapport aux mesures unilatérales, trade, etc. Donc, si on est dans tout cet univers-là des tarifs CBAM, ajustement carbone à la frontière, etc. Donc, certains pays qui poussent en faveur, certains qui se braquent. Donc, on a un élément là-dessus. Et également, un élément sur l'adaptation, sur le financement de l'adaptation. Si on fait un retour en arrière à Glasgow, en 2021, on s'était entendu là, j'y vais de mémoire, là, mais de doubler le financement voué à l'adaptation en 2025 par rapport au niveau de 2019. Là, en ce moment, on est en 2025. Donc, là, on fait quoi? OK? Donc, là, on a des pays qui se positionnent en faveur de tripler le financement d'adaptation d'ici 2030. D'autres pays, majoritairement les pays développés, qui s'opposent à cette posture-là. Donc, là, je présente les clashs, là, mais ce sont essentiellement les clashs autour de ces quatre grands blocs de contenu-là du Cover Decision. Le simple fait que la présidence vous dise qu'elle veut adopter un Cover Decision, c'est une bonne chose. Le fait qu'on ait déjà des textes qui soient en négociation, c'est une bonne chose. Le fait que je veux dire, on a déjà vu des textes avec plus de brackets et plus d'options que ça, là. Donc, c'est quand même encourageant. Après, est-ce qu'on est assuré que la COP va se terminer à temps, dans les temps? Laissez-moi douter, là, ça fait 22 ans que les COP ne finissent pas le bonjour. Là, je pense que ça devient une certaine tradition. Là. Donc, moi, je dirais, là, au moins, prévoyez-vous 1 ou 2 jours supplémentaires pour être sûr de bien couvrir votre COP. Mais voilà, par rapport au cover decision. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette belle réponse. Puis, tu sais, justement, dans ce que Philippe disait, on voit à quel point est-ce que généralement, tu sais, les différents enjeux sont assez interreliés. Puis c'est comme vraiment, ça peut être difficile parfois de les départager. Ce qui m'amène à une question justement pour Emmanuel. Est-ce que tu vois justement dans les deux principaux canaux que tu suis, soit la transition juste et les enjeux de genre, est-ce que tu vois parfois des enjeux qui se recoupent et qui parfois peuvent tu sais, venir, disons, par exemple, si les questions de genre avancent moins bien, est-ce que tu vois parfois que dans les tracks de négociation, que dans les tracks de négociation sur la transition juste, par exemple, est-ce que tu vois des effets là-dessus? Oui, ben c'est assez, oui, c'est assez interrelié. Puis c'est un peu ça que je disais, mon inquiétude, moi, dans la complexité de l'agenda de négociation de Women and Gender puis de Gender Action Plan, c'est que il y a beaucoup de pays qui veulent s'opposer à une définition de genre et qui ne souhaitent pas s'entendre et qui disent ça, c'est inacceptable, jamais je vais signer ça. Et tranquillement, ça percole vers les enjeux de la transition juste, qui aussi a pour volonté de mettre un mécanisme pour aider ces dossiers-là. Et
dans le dossier des Women and Gender, il y a aussi le financement. Je pense que la finance aussi est interreliée dans tous les agendas et on veut pas le dissocier. Donc, dans les discussions pour le Gender Action Plan, on veut absolument qu'il y ait des textes qui parlent de finance et qui soient intégrés là-dedans. Il y a beaucoup de pays développés qui veulent pas que ça soit là parce que la finance, c'est dans l'autre article. Par contre, ce qu'on peut totalement envisager et voir selon les, tu sais, les tendances historiques aussi là-dessus, c'est que si on ne prévoit pas de l'argent spécifiquement pour ce dossier-là, ben probablement qu'il n'y en aura pas ou ça va être difficile d'aller les chercher ces sous-là pour ces dossiers-là, surtout dans des pays où est-ce qu'ils sont réfractaires à l'idée. Donc, il y a ça serait peut-être le seul dossier, le Gender Action Plan, qui a encore beaucoup de braquettes, comme Philippe disait, ce qui veut dire des phrases ou des articles font qui ne sont pas consensuels et qui doivent encore être discutés et aménagés. Ce qui est bien en ce moment au Brésil, c'est que la présidence semble avoir effectivement une belle constance et que beaucoup de négociateurs brésiliens se mettent aussi en place comme étant des facilitateurs de négociation. Donc, on voit qu'il y a une volonté d'aller d'adoucir les angles, de faire en sorte qu'on trouve un chemin de passage pour que ce dossier-là, qui est un programme qui a été prolongé pour 10 ans, mais qui fait déjà parce que ça fait déjà 2 ans qu'on discute pour essayer de s'entendre sur comment on va le mettre en place. Si on voit que si on s'étire trop longtemps là-dessus, on risque de perdre du momentum pour qu'il y ait des réelles actions. Donc, j'espère que j'ai couvert, là, mais oui, effectivement, tout est interrelié, puis on peut pas s'en sortir. On peut pas suivre tous les calendriers. Donc, c'est pour ça qu'on a des collègues un peu partout qui suivent tout ça pour nous ramener les enjeux qui percolent d'un à l'autre. Mais c'est effectivement très complexe et comme collectif comme décision. Parfait, ben, merci. Puis en fait, avant de repasser à notre question, je répondrais directement. Tu parlais de certains pays qui venaient bloquer un peu plus l'agenda sur Women and Gender, sur le genre. Pourrais-tu nous dire vraiment comme c'est lesquels les principaux pays qui sont les principaux bloqueurs en général et également, c'est quoi la position du Canada, soit sur Women and Gender, mais également Transition juste et est-ce qu'on sent que l'équipe canadienne comme participe à faire avancer les négociations ou plutôt que des fois, ça Ben, ralentit un peu de ce côté-là. OK, je vais donner des noms, mais en fait, c'est assez facile de les identifier. C'est sûr qu'on parle beaucoup des pays arabes. Donc, l'Iran est un très grand réfractaire. Il y a le Paraguay, il y a la Russie qui ne veut pas définir le genre. Il dit il y a les femmes, il y a les hommes, puis c'est pas mal tout ce qui existe, puis on ne s'entendra pas sur le reste. Donc, ça, c'est ça. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les autres calendriers de négociation, mais le Canada est très effacé. Il se cherche. Il ne semble pas savoir il n'y a plus ses repères. Les États-Unis étant pas là, on dirait qu'il a perdu son grand frère, puis il sait pas où s'attacher, là. Donc, c'est un peu complexe. Il y a des calendriers de négociation où ce que même les négociateurs sont pas présents à la table. Donc, ça semble assez inquiétant. Euh, Au niveau de Women and Gender, il semble être dans le facilitateur et dans l'action. Donc, de ce côté-là, on peut être fier de comment ils essayent d'intégrer les notions de genre. C'est assez bien intégré au Canada quand même comme discussion, même si on n'a pas réglé tous les problèmes. C'est pas ça que je dis. Mais il y a ça. Il y a, il y a beaucoup de pays, c'est ça. Bon, l'Iran et la Russie. Et dans le dossier de la transition juste, le Canada est pas de notre côté. Et étonnamment, là, c'est pas le calendrier qu'il trouve le plus facile à intégrer. Il y a un regret, je pense, historique. Pardon, qui est dû à une tentative quand on a voulu se sortir du charbon en Alberta, puis la transition juste a mal fonctionné parce qu'elle n'était pas planifiée. Donc, il y a beaucoup de- d'enjeux à dire qu'on peut l'intégrer puis comment qu'on peut le faire parce qu'il semble manquer des exemples concluants au niveau des travailleurs. Donc, oui, effectivement, Philippe, il y a un article très intéressant sur le BAM dans la presse, là, dont Patrick Rondeau, qui est le voyons, j'ai un Copole. blanc de mémoire. C'est ça, Copol, excusez, merci. Sur le groupe Tungo, qui est le groupe des syndicats là, qui
travaille à la COP. Mais effectivement, le Canada est pas très engagé et très emballé par cette option, ce qui est bien dommage parce que c'est des Canadiens qui le mettent de l'avant avec la participation de Cannes, Réseau Action Climat là, en français, là, qui est très engagé aussi dans l'avancement de cet agenda-là. Là. Super, ben un grand merci. Je vois Philippe te lever la main puis te ris aussi un petit peu à la mention un peu de l'absence des États-Unis puis de l'effet que ça pouvait avoir. Donc, si tu veux aussi répondre là-dessus. Pour ça, je vais avoir une dernière question, Enéas. Puis aussi, si vous avez des questions, je vais les prendre tu sais, juste après ces deux prochaines interventions-là, mais n'hésitez pas. Ouais, ben, je voulais aborder la question de une interconnexion entre les plans de négociation. Puis Emmanuel en a fait la démonstration. Euh, et- Moi, je voulais faire un, un écho au rôle de la présidence dans ce genre de situation. Parce que l'interconnexion entre les trames crée une complexité phénoménale. Ça, c'est une première chose. Mais une deuxième chose, c'est que ça crée des leviers de négociation, des leviers stratégiques en quantité phénoménale pour les pays. Et genre, ben là, si tu me réussis, tu sais, si tu m'appuies là-dessus, ben moi, je vais être capable de t'appuyer là-dessus. Puis là, ah, ben toi, retire telle position, moi, je vais être capable de. Fait, il y a une très, très grosse game de marchandage puis de jeu d'échecs politiques. Là, tu sais. Bon. Et dans ce cadre-là, le rôle de la présidence est vraiment fondamental pour être capable d'aller faire les bons liens. Puis dans le milieu de la COP, il y a ce qu'on appelle le shuttle diplomacy. OK? La diplomatie de navette, là, à défaut d'une meilleure traduction, là, mais en fait, ça consiste en quoi? C'est que tu vas avoir la présidence avec son équipe qui vont se déplacer d'une salle de négociation à une autre, d'un informal à un autre informal, pour aller capter c'est quoi les positions de tel pays. Puis après ça, de partir d'une salle, d'aller une autre, puis d'aller voir telle autre partie, de dire, hey, regarde, je sais que accroché là-dessus, mais tu sais, tel acteur, lui, il a telle position, si tu es en mesure de donner un peu de lousse, peut-être que tu serais capable de faire un gain ailleurs. Tu sais. Fait que c'est ça aussi le rôle de la présidence. C'est pas juste d'avoir à animer des plénières, c'est pas juste d'avoir à rédiger des textes, c'est d'être capable d'aller bridge les écarts, d'être capable de rapprocher les parties. Et le shuttle diplomacy, ça fait partie d'une des stratégies les plus efficaces pour la présidence, surtout en fin de COP, surtout lorsqu'on veut mettre un terme, un point final au texte. C'est une stratégie particulièrement efficace. Donc, voilà. Un grand merci pour ça, Emmanuel. Je vois que tu voulais répondre Oui, mais rapidement là-dessus. rapidement, mais je vais te répondre un peu à ta question sur la présence des États-Unis ou l'absence de présence des États-Unis. En fait, je pense que cette année, c'est quasiment une bonne chose qu'ils ne soient pas là. Même si on dit que le Canada est un peu perdu. Euh, Si on se rappelle au dernier mandat de Donald Trump qui avait voulu se retirer, puis mais il s'était présenté à la COP, ils étaient arrivés à la deuxième semaine, à la partie qui était plus politique, là, cette partie où ce qu'on est en ce moment, et ils avaient tout jeter à la poubelle, les textes, et demander de recommencer. Donc, euh, en ce moment, au moins, ils n'ont pas un élément bloquant. Donc, on peut en dire ce qu'on veut, mais pour l'instant, au moins, l'absence fait en sorte qu'on avance. Jusqu'à un certain point, comment ça va se refléter dans le quotidien de chacun, ça, on ne peut pas le savoir, mais ce que je peux dire, c'est que le Canada, oui, est effacé, mais la non-présence des États-Unis, selon moi, fait quand même pas de mal, disons-le comme ça. Ah ben, merci beaucoup. Puis, Philippe, est-ce que c'est vraiment quelques mots? Vas-y. Oui, 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 c'est quelques mots. Non, mais c'est juste pour enchérir sur ce qu'Emmanuel a dit. J'ai une lecture assez semblable de la sienne pour vrai. Puis des commentaires que moi j'ai récoltés de la part, par exemple, de pays en développement ou de pays moins avancés, était celui que ils ont l'impression d'avoir plus de place. Ils ont l'impression d'être davantage écoutés et de moins se faire couper l'herbe sous le pied en l'absence des États-Unis. Puis c'est quelque chose qui semble être apprécié. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, très rapidement, c'est que même si l'administration Trump n'est pas là, OK, il y a quand même le mouvement là, américain des villes-États, là, le mouvement We Are All In, dont la Californie faisait partie, donc Gavin Newsom qui est venu faire une petite saucette d'une ou deux journées ici à la COP, juste pour venir démontrer que oui, l'administration Trump n'est pas là, mais parmi les plus grands États américains en termes de pouvoir économique, là, par exemple le pouvoir diplomatique, ben, ils sont encore là.
Donc, oui, ils ne sont peut-être pas là à la table des négociations, ce qui fait en sorte qu'on réussit à faire des progrès, notamment par les pays en développement et les pays plus vulnérables. Mais les deux grands acteurs américains demeurent là en disant, nous, on vous tend la main, on veut continuer à avancer. Puis c'est quelque chose en tout cas, que dans le contexte, on peut considérer que c'est une condition gagnante. Merci, c'était super pertinent. Puis je voulais pas comme presser les choses, c'est ce que je veux vraiment qu'on ait le temps pour prendre des questions. Puis également avoir une dernière question pour Enéas. Aussi en profiter, tu sais, étant d'origine brésilienne, justement, puis je vois souvent que tu es en contact justement avec beaucoup d'organisations tu sais, du Brésil ici. En fait, j'avais une question un peu plus sur, encore une fois, sur la présence brésilienne qui, comme nos sœurs des brefeurs, des brefeuses nous l'ont dit, a l'air quand même très, très efficace. Donc, une grande expérience diplomatique aussi là, au niveau du président André Dolago. Donc, je me demandais, tu sais, est-ce que de ton côté, tu vois justement que le Brésil prend puis utilise aussi cette COP-là pour comme vraiment prendre une place un peu de premier plan comme leader climatique à l'échelle mondiale, également aussi, tu sais, avec l'absence des États-Unis, mais aussi une espèce de rebrassement des cartes géopolitiques qu'on peut voir dans les dernières années. C'est peut-être une grosse question, là, mais peut-être comme en deux minutes, tes impressions là-dessus. Oui, absolument. Je suis d'accord avec les amis. Je pense que la procédure de la Convention cadre était au point de collapser. C'est mon avis. Euh, et aujourd'hui, il reste toujours un véritable défi. Nous savons tous et toutes les prix d'une présidence mal exécutée. Nous avons l'exemple de Copenhague en 2009 et plus récemment celui de Bakou, pourquoi pas. Euh, mais le Brésil est le pays qui a conclu la Convention cadre, qui a conclu la Convention de la biodiversité. Donc, nous avons quelque chose à contribuer avec le multilatéralisme. Donc, c'est précisément pour cela que le rôle du pays hôte est déterminant. Et à cet égard, le Brésil joue un rôle central en tant que président de la COP. J'ai déjà mentionné les points sensibles qui ont été identifiés par les pays, mais pour finaliser, je pense que le Brésil se positionne comme facilitateur en cherchant à reconnecter la procédure de négociation de la COP à, à la confiance des pays maintenant. C'est ça le rôle joué par le Brésil maintenant. Super, ben merci aussi pour la réponse succincte. Avant de passer peut-être aux questions, je voulais aussi peut-être profiter je vois Hélène Dionne qui est présente parmi nous, donc simplement pour faire peut-être une petite note sur toute la grande délégation jeunesse du Québec qui était présente à cette COP. On était en fait 22, je crois, ou peut-être même plus délégués jeunesse et on a justement pu profiter de notre présence pour comme vraiment pouvoir aller comme parler au gouvernement du Québec, mais également même à la ministre canadienne. Et Hélène, donc vous aviez en fait amené une délégation de votre cégep, donc des jeunes de Jonquière. En fait, je me demandais, ça avait été quoi un peu du côté de ces jeunes-là, les impressions qu'Eliel avait eues de la COP? Est-ce qu'il y avait eu des grandes déceptions? Est-ce qu'il avait été enthousiaste? Donc, tu sais, en quelques mots, ce que vous avez vécu un peu. Bonjour, ben oui, ben on est revenu dimanche au Québec, de retour dans la neige et le froid saguenéen, bien, bien comme il faut. Ben écoute, les jeunes, je les ai pas revus beaucoup parce que dès qu'ils sont arrivés lundi, ils retournaient en classe immédiatement. Mais là, on sort dans les médias beaucoup, là, les médias régionaux nous courent après, on va d'entrevue en entrevue depuis notre retour. Globalement, je dirais, ben les trois ont une analyse différente. Hein. Moi, j'avais deux jeunes en sciences humaines, dont une d'origine Innu, puis un étudiant en journalisme. Ben, Zachary est vraiment dans la transmission de ce qu'il a vu déjà avec le journal Le Quotidien ici, des coops de l'info, puis avec ses enseignants. Là, je sais qu'il travaille à la rédaction d'un texte chronique là, sur justement l'expérience vécue. Mais une chose qui revient pour les trois, c'est vraiment l'apprentissage extrêmement rapide qu'ils ont fait. Ils ont l'impression qu'en une semaine, ils ont appris ce qu'ils n'auraient pas pu apprendre en des années s'ils n'avaient pas été présents sur place. Ce qu'ils notent aussi beaucoup, c'est la lenteur du début des négociations. Mais ça, je pense que c'est sorti partout. Là. Les premiers jours, c'était comme un peu à l'arrêt. On sent qu'il y a un rythme qui se prend, mais on le voit
on le voit à distance. Puis sinon, ben, du côté d'Alicia, elle nomme énormément qu'elle a beaucoup été touchée par la présence des populations autochtones, les manifestations, tout ça, puis de voir à quel point le combat de son peuple à elle ici est le même en Amazonie, puis possiblement un peu partout, là, finalement. Puis je pense que ça lui a donné beaucoup de force puis d'envie justement de prendre sa place puis de prendre la parole, de savoir que partout dans le monde, les communautés autochtones faisaient ça, elles aussi. Puis pour les deux autres jeunes qui ne sont pas autochtones, ben eux, ça leur a montré que même s'ils ne le sont pas, ils peuvent aussi soulever ce débat-là dans les grands débats internationaux, de dire, ben, hey, avez-vous pensé écouter la voix de ceux qu'on entend moins, que ce soit les jeunes, les femmes, Puis ils ont évidemment une grande fierté d'avoir été les deux plus jeunes délégués du Québec. Jade a eu 19 ans pendant la COP, puis Zachary a 19 ans aussi. Fait que d'être là, puis au fil des jours, sentir qu'ils étaient à leur place. Là. En tout cas, comme enseignante, ça a été ça qui m'a vraiment marqué, là, de les voir se transformer, puis passer d'un peu je suis un imposteur, je ne sais pas trop ce que je fais ici, à ben, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit de parler, j'ai ma place, puis c'est important que je sois là. Fait que juste ça, c'est vraiment super intéressant. Ben, un grand merci pour ces beaux témoignages. Là. Contente de vous avoir ici pour que vous ayez pu en parler un peu. En fait, tu sais, j'ouvrirai un peu, je pense qu'on a le temps pour un ou deux questions, parce que j'aimerais aussi peut-être à la fin conclure pour un peu ben, se demander après, à la COP, à nos débriefeurs, débriefeuses, comme qu'est-ce qu'on peut faire pour comme, maintenir cette ambition-là. Mais donc, est-ce qu'il y aurait des questions, des gens qui pouvaient, vous pouvez le poser dans le chat, ou même si vous voulez comme, le poser à voix haute? Alors, ne voyant pas de questions, ou je vois peut-être donc Léa qui dit bonjour. Bonjour Léa. Euh, donc, je vais lire sa question en fait. Merci pour la question. Donc, est-ce que l'objectif de 1,5 degré va être revu? Si oui, quel serait le nouvel objectif qui se dessine? Donc, super intéressant. Merci beaucoup. Merci pour la question, Léa. Donc, juste pour, en tout cas, un peu, puis je vais passer au débriefeur et débriefeuse, mais tu sais, la référence auquel elle a fait sur le 1,5 degré, ben, c'est vraiment celle qui est comme, tu sais, intégrée à même l'accord de Paris, donc il y a maintenant 10 ans, où est-ce que de tous les pays du monde s'étaient tenus, disons, de limiter les réchauffements climatiques. Donc, si possible, à 1,5 degré ou au moins sous la barre des degrés d'ici la fin du siècle. Donc, je vois, Emmanuel, tu avais ouvert ton micro, alors je te laisserai répondre à cette question. Ouais, mais j'ai probablement pas la réponse complète, mais ce que je dirais, c'est que il y a certains pays qui tiennent à l'écrire encore dans le texte et à le maintenir. Et il y en a d'autres qui aimeraient bien, tu sais, étendre jusqu'au 2 degrés. Mais l'enjeu de ça, puis je pense qu'on se doit de rester ferme sur cet engagement-là, parce que sinon, si on permet d'ouvrir la porte à une ouverture à plus de degrés, mais qu'est-ce qui va nous dire qu'on la réouvrira pas dans un an, dans 2 ans, et qu'on va pas finir par ne pas avoir l'ambition qu'il faut pour régler la situation. Donc, oui, il y a des questionnements, il y a des gens qui veulent le mettre entre braquettes, le 1,5 degré, mais c'est très, très important. Et ça, je pense que la société civile le porte très haut et il y a des pays qui le portent très, très fort aussi. Il faut maintenir cet engagement-là et à souhaiter que justement, on baissera pas nos ambitions en ce sens. Puis, je veux juste rebondir sur la participation des jeunes. Là. C'est tellement le fun de les avoir vus, puis tout ça. Puis, moi, je veux les avoir, ces articles-là qu'il est en train d'écrire. Puis, tu sais, c'est des liens qu'on fait quand on est ici qui sont merveilleux, qui permettent après de se grounder dans nos combats rendus à la maison, dans la neige. Mais c'est quelque chose qui se vit à un haut niveau, une COP, mais elle se décline après et c'est fascinant. Donc, je laisse la parole aux deux autres experts qui pourront parler du 1,5 degré. Je peux ajouter, il y a un point vraiment intéressant. Aujourd'hui, l'objectif d'un 1,5 est désormais abordé en lien direct avec les décisions publiées par les tribunaux internationaux. Donc, il est possible de constater les arguments des pays qu'il faut vraiment atteindre cet objectif. Ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Donc, il faut quand même prendre des décisions et des engagements contraignants
dans le texte de décision pour y arriver. Merci Néas. Puis je vois donc Hélène qui a justement envoyé certains articles justement écrits par Sakari, si je ne me trompe pas. Donc en fait, puis tu t'en avais un peu parlé, Emmanuel, mais justement, tu sais, des liens qu'on crée au COP, puis à quel point est-ce que ça peut aider justement à continuer à tisser des liens après la COP, puis à maintenir comme l'ambition climatique et le mouvement de la société civile. Donc, c'est justement pour finir un peu, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Donc, ce que vous pensez qu'on devrait faire après la COP, donc pour pas justement comme en rester là, mais pour pas avoir tu sais, un petit peu d'amnésie dans l'avion comme beaucoup de décideurs, décideuses ont souvent après les COP. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir le momentum après la COP? Je vois Philippe, tu viens de lever ta main, donc je te laisse commencer. Est-ce que ta question était adressée à Emmanuel? Si oui, vas-y, Emmanuel. Non, Puis c'est vraiment vous trois, un peu comme une espèce Ah, ok, ok, de ok. call to action Oui, succinct oui. post-op. Ouais, ben, en fait, moi, je vous dirais que la première étape, vous l'avez probablement déjà fait pour ceux et celles qui ont participé à la COP et ceux et celles qui avaient poussé du stock du Québec pour la COP. Et ça étant faire pression sur les pouvoirs publics, sur les entreprises pour en arriver avec plus d'ambition. Fait que, tu sais, ça, c'est la première étape. On le fait, on est en train de le faire, faisons-le jusqu'à la fin de la COP. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, à la fin de la COP, prenez en note toutes les discussions, les inputs intéressants que vous avez eus, les leviers stratégiques, les gains que vous pensez capable d'aller faire auprès de chacun des acteurs. Deuxième étape. Troisième étape, parce que vous retournez dans votre travail, vous retournez au Québec, vous retournez dans votre day-to-day au travail, ben, écrivez à chacune de ces personnes-là pour continuer la conversation. Parce que l'amnésie est vraiment facile. Puis c'est pas parce qu'on veut pas le faire, mais c'est que notre charge de travail lorsqu'on revient au boulot, elle est lourde. La COP, c'est plus une priorité. Puis c'est facile de l'oublier. OK? Mais si on met tout de suite des trucs à notre agenda, dans notre to-do, de ah oui, ben moi j'ai parlé à tel fonctionnaire, à tel sous-ministre, à tel. Et il faut que je continue la conversation. Mettez-le dans votre agenda, mettez-le dans votre to-do, puis continuez la conversation. Et moi, je dirais que c'est une des meilleures façons pour vous de maintenir le momentum et de continuer à faire des gains pour plus ambitieux. Voilà. Merci beaucoup pour ça, Philippe. Je vais peut-être avec Emmanuel, puis après Oui. Néas pour conclure. Ben, en fait, moi, ça faisait partie un de mes souhaits de venir à la COP puis de tisser ces liens-là avec toutes tu sais, les syndicats, on est souvent un peu en silo, on travaille un peu de notre côté, on a nos batailles, on défend nos travailleurs, on défend nos membres, mais il y a une défense plus large qui doit être faite. Puis moi, c'est comme ça, je le vois, le syndicalisme, c'est pas juste pour l'individu, mais c'est de le faire à plus grande échelle. Puis la COP, c'est à un niveau de discussion, mais après, il y a le niveau de discussion fédéral, il y a le niveau de discussion provincial, il y a le niveau de discussion au municipal, puis il y a le quotidien, le one-on-one, les rencontres, les liens humains que tu crées là-dedans et que tu peux développer qui sont précieux et qui, oui, effectivement, doivent être maintenus. C'est tout un défi, effectivement, de continuer de les faire vivre en arrivant, mais c'est certainement la seule façon qu'on va y arriver. Et de continuer d'en parler, puis de continuer de le vivre à tous les niveaux. On ne peut pas l'adresser de la même façon, mais il y a un intérêt à ne pas perdre ce momentum-là. Puis je pense que un des constats qu'on a fait aujourd'hui dans le groupe de Tungo, qui est les syndicats, c'est de dire faut arrêter de fermer le micro une fois qu'on part de la COP, puis de le réouvrir juste la première journée qu'on revient. Il faut continuer de s'en parler, il faut continuer de se voir. Puis là, il y a un intérêt, vu je pense que le dynamisme de la COP le permet, là, un intérêt de dire on va garder les canaux de communication, on va garder les Snapchat, puis pas les Snapchat, les WhatsApp, c'est pas la même affaire. Les WhatsApp, tous les liens qui sont créés dans les discussions où on dit hey, t'as-tu vu telle affaire, t'as-tu vu telle affaire? Mais on va les laisser ouverts. Puis on va continuer de s'en parler. Fait que ça, je pense que moi, en tout cas, ça va être mon gros coup de cœur. Puis ça va vraiment permettre que je sois encore plus pertinente la prochaine fois si je viens. Parce que je vais m'en rappeler de ce que j'ai fait, puis je vais continuer d'éplucher le dossier, puis d'approfondir les discussions.
Je vais arrêter là parce qu'il faut que je laisse la parole à Inas aussi. Oui, merci. Donc, Enéas? Ils ont dit tout. Mais je suis vraiment d'accord parce que un point, le débat climatique n'est pas limité à la COP. Donc, la société civile doit rester unie. Nous devons poursuivre un travail d'advocacy coordonné, renforçant la collaboration entre les gouvernements au niveau local, régional, international. Euh, il est essentiel de maintenir une dynamique collective, d'accompagner la mise en œuvre des décisions et surtout, il faut adopter une stratégie pour la prochaine COP. Et c'est ça. Nous devons travailler tout le monde ensemble pour y arriver, y préparer pour le débat. Merci beaucoup. Puis justement, sur ces beaux mots, et voyant le temps qui est arrivé, j'aimerais simplement vraiment remercier tous nos débriefeurs et débriefeuses donc d'avoir pris du temps dans cette journée très occupée d'une COP. Et également, merci à tout le monde d'être venu. Je sais justement que les négociations climatiques internationales, ça peut sembler parfois un peu complexe. Donc, merci d'être venu pour vous informer un peu plus sur comment ça se passe. Et donc, restez à l'affût justement des dialogues. On a un deuxième débriefage dans 2 jours pour vraiment venir un peu clore la COP. Alors, merci tout le monde encore une fois et à la prochaine. Merci. Merci pour l'animation, Isabelle. Bye bye. Merci Merci. beaucoup pour l'animation. Bonne journée. Et au revoir. Merci, bye. Au revoir.